Philippe Lamberts, bonjour. Vous Bonjour. êtes député européen, coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Les Verts qui marquent des points lors d'élections dans plusieurs pays de l'Union, comme en Belgique, au Luxembourg ou en Allemagne. On verra si ça vous rend euphorique. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des petits gâteaux anglais, même si le Brexit, ce n'est pas du gâteau. Non. Et précisément, est-ce qu'il y a vraiment un accord aujourd'hui entre les 27 et Londres? Ça semble quand même très compliqué. En tout cas, le gouvernement britannique a marqué son accord. On ne sait pas encore s'il dispose pour soutenir cet accord d'une majorité à la Chambre des communes. Mais en tout cas, oui, il y a un projet d'accord qui sera délibéré à la fois à la Chambre des communes, au Conseil et au Parlement européen. Je pense que c'est à peu près le seul accord qui était possible, étant donné une contrainte qui est absolument déterminante, c'est l'existence d'un traité international qui s'appelle les accords du Vendredi Saint et qui a mis fin à 30 ans de guerre civile en Irlande. Et donc, dès l'instant où cet accord doit être respecté, eh bien, il impose qu'il n'y ait pas de frontière entre les deux l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, et la République d'Irlande, qui est dans l'Union européenne. Si on veut qu'il n'y ait pas de frontière, eh bien, ça impose un certain nombre d'obligations au Royaume-Uni. En fait, cet accord a été rendu possible par l'appartenance commune de l'Irlande et du Royaume-Uni à l'Union européenne. Si le Royaume-Uni se retire, c'est un petit peu comme si vous retiriez les fondations en dessous d'une maison. Et donc, on a trouvé un truc, la Grande-Bretagne va rester temporairement, en tout cas, dans l'union douanière européenne. Exactement, et donc ce temporaire pourrait durer longtemps, et c'est bien ça qui rend furieux les hard Brexiters. Mais le problème, c'est que ceux qui voulaient une rupture bête et brutale avec l'Union européenne avaient oublié, ou feignaient d'oublier, les contraintes créées par cet accord de paix. Ce n'est pas l'Union européenne qui insiste pour que le Royaume-Uni reste étroitement associé à l'Union, c'est tout simplement les accords du Vendredi Saint, un accord international auquel le Royaume-Uni a souscrit volontairement. Personne ne l'a obligé à le faire. Alors, à moins de dire la signature du Royaume-Uni ne vaut plus rien, ils ne peuvent pas faire marche arrière et donc ils sont obligés de rester étroitement associés à l'Union européenne et au-delà de la période de transition. Autrement dit, la future relation qui associera le Royaume-Uni à l'Union européenne imposera en fait sur la longue durée des liens étroits entre le Royaume-Uni et l'Union. Donc c'est en quelque sorte une demi-sortie, un demi-Brexit. Ça n'est même pas un demi-Brexit, c'est encore moins que ça. Mais je vous dis, c'est à cause de ces accords de paix. Alors, ou bien vous dites, vous vous en foutez de ces accords de paix et vous êtes prêt à ce que la violence refasse surface en Irlande, ou bien vous vous y tenez. Et alors, vous restez associé à l'Union européenne. Et ça nous rappelle d'ailleurs que l'Union européenne, c'est un projet de paix. C'est un projet qui vise à nous associer tellement étroitement les uns aux autres qu'en fait, des conflits armés ne sont plus possibles entre nous. Mais est-ce que vous y croyez vraiment à cet accord? Parce que vous prônez avec d'autres un nouveau référendum. Je crois que ça serait assez sensé. Dès l'instant où la classe politique britannique, en fait, elle est empêtrée dans ses contradictions. C'est-à-dire que les hard Brexiters ont fait croire aux gens des choses qui étaient tout simplement pas croyables, qui n'étaient pas crédibles. Et donc, à un moment, on a vendu des salades au peuple britannique. Et donc, si la classe politique, en fait, a peur de se déjuger, et en fait, c'est ça, les hard Brexiters ne veulent pas assumer leurs propres contradictions, à un moment, il faut rendre le pouvoir au peuple et lui demander, voilà, vous avez voté pour le principe du Brexit, on a été de bonne foi, on a négocié le meilleur Brexit possible compte tenu des contraintes qui s'imposent à nous. Voilà, c'est ça le résultat. Alors, tout compte fait, est-ce que vous prenez ce Brexit ou est-ce que vous préférez le statu quo, c'est-à-dire que nous restions au sein de l'Union européenne? Mais c'est dire aux Britanniques, vous avez mal voté. Non, absolument pas. Je veux dire, cet argument est complètement stupide. Franchement, c'est comme si on a des élections tous les 5 ans. Figurez-vous que les électeurs ne votent pas la même chose d'une élection à l'autre. Et quoi, c'est stupide d'aller leur demander 5 ans après s'ils n'ont pas voté bêtement la fois d'avant? Non, on a des élections à des intervalles réguliers parce qu'en effet, l'opinion publique peut évoluer dans ses jugements et c'est heureux. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un débat permanent. Et à un moment, on prend des options et puis si on se rend compte qu'une option n'était pas praticable ou a des effets pervers, on prend une autre option et on essaye autre chose. Et on a le temps encore? Mais bien sûr qu'on a le temps. Ça, c'est une question de volonté politique et si à la limite, il fallait donner quelques semaines de plus à la démocratie britannique pour s'exprimer, pourquoi pas? Et moi, je respecterai les deux choix. S'ils disent, voilà, on est d'accord avec l'accord, on le prend, et donc on sort formellement de l'Union européenne tout en restant étroitement associé, ou au contraire, on préfère rester dans l'Union, les deux choix sont possibles. Ce qui ne serait pas tolérable, c'est que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne sans en fait respecter ses engagements, notamment budgétaires à l'égard de l'Union. Je veux dire, 45 ans d'être un État membre de l'Union européenne, ça crée des obligations. Et quand on a pris des engagements, eh bien on les honore. Sinon, c'est la parole du Royaume-Uni qui ne vaut plus tripette sur la scène internationale, ce qui veut dire que le Royaume-Uni devient un État voyou. J'espère que personne n'envisage sérieusement cela au Royaume-Uni. Alors, à propos de budget, regardez cette photo. C'est Matteo Salvini, patron de la Ligue du Nord en Italie et vice-président du Conseil. L'Italie qui a présenté pour 2019
un budget qui inquiète terriblement l'Union européenne. L'Italie veut augmenter les dépenses, baisser les impôts. Est-ce que c'est si dangereux que ça ? C'est dangereux dans la mesure où, si en effet vous êtes déjà assis sur une dette colossale, 130% du produit intérieur brut italien, il faut faire attention à faire ce genre de promesses. Alors, est-ce que les politiques orthodoxes austéritaires ont marché? Ben non, on voit bien qu'elles ne marchent pas et qu'elles ne seront pas tolérables sur le plan de la justice sociale. Donc, est-ce qu'on peut remettre en question les a priori idéologiques de la gouvernance économique européenne? C'est pas seulement qu'on peut, mais je pense qu'on le doit. Est-ce que la méthode que le gouvernement italien choisit pour remettre cela en cause est la bonne? Ça, j'en doute. J'en doute personnellement, parce qu'en effet, c'est une politique qui est néolibérale au niveau des recettes. Ça, c'est clairement. Donc, la Ligue du Nord impose des choix néolibéraux, abaissons les impôts, en particulier pour les plus riches. Et d'un autre côté, le mouvement 5 étoiles veut créer un embryon d'allocation universelle, ce qui est plutôt sympathique. Mais fondamentalement, ce n'est pas finançable si on n'a pas une assise fiscale solide. Et ça, c'est évidemment là où le bas blesse. Donc, pour moi, il faut revoir les règles de gouvernance économique européenne, mais toutes les méthodes ne sont pas adaptées à cela. Je pense qu'un gouvernement italien un peu sensé aurait peut-être été bien inspiré de se coaliser avec d'autres États membres de la zone euro pour taper du poing sur la table à l'Eurogroupe et dire, écoutez les gars, il faut changer de cap dans nos politiques macroéconomiques. Alors, Philippe Lamberts, prenez une petite boule surprise avec une question surprise, la verte, évidemment, et vous allez déjà vu un nom. La lire à haute voix. Par l'affaire Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, donc ce patron de Renault-Nissan qui a été arrêté au Japon pour fraude fiscale. Surpris? Surpris, oui. Honnêtement dit, je ne m'attendais pas à ce que... Est-ce qu'il fraude ou est-ce que ça soit révélé? Non, je veux dire, l'argent rend fou, hein, c'est connu. Le pouvoir rend fou aussi, mais l'argent rend fou. Et je pense en effet que vous pouvez, à un moment, lorsque vous occupez des positions de pouvoir, politiques ou économiques, très importantes, vous pouvez vous estimer affranchi de toute règle. Et c'est ce qu'on appelle l'hubris, l'orgueil. Et je pense que c'est ce qui touche Carlos Ghosn. Alors visiblement, au Japon, on ne rigole pas avec ça. Ça arrive peut-être un peu trop peu souvent. Autrement dit, on vous parle de règles de gouvernance d'entreprise. La vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nos sociétés peuvent tolérer des écarts salariaux, des écarts de revenus, pardon, qui vont de 1 à 300. Je veux dire, est-ce que la société, pour fonctionner, peut se permettre ce genre d'écart de salaire? Est-ce qu'on peut avoir des responsabilités différenciées entre vous, moi, d'autres? Oui, bien sûr. Est-ce que cela peut justifier un certain degré d'écart salariaux? Oui, sans doute. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller dans les extrêmes qu'on connaît aujourd'hui? Ma réponse est clairement non. On est dans une société qui est devenue folle et rendue folle par l'argent. Merci Philippe Lamberts d'être venu au bar de l'Europe. Un petit gâteau anglais? Bon, allez, si vous voulez.